Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi, mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. C'est une affaire tentaculaire. Nicolas Sarkozy sera le premier président de la République française à dormir en prison. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Pourquoi et comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République ? Il n'y a pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français. Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Claude Guéant se sont rendus coupables et pour cela sont condamnés d'avoir négocié à Tripoli à l'automne 2005 avec le numéro 2 du régime Kadhafi, un terroriste recherché et condamné par la France. Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007 ? Quelle indignité. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi. C'est un montage, d'abord Mediapart et coutumier de mensonges. Permettez-moi de vous dire que j'ai été chef de l'État, je ne me comporte pas comme cela. Par où je commence ? Le 6 janvier 2025, au tribunal correctionnel de Paris s'ouvre un procès absolument incroyable, celui de l'affaire que l'on surnomme Sarkozy-Kadhafi. Sur le banc des accusés, un casting 5 étoiles, un ancien secrétaire général de l'Élysée, un intermédiaire influent, d'anciens ministres et bien entendu un ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. Si tout ce beau monde est réuni aujourd'hui, c'est parce que la justice française soupçonne que lors de la présidentielle de 2007, le régime libyen de Mouammar Kadhafi ait financé de manière occulte la campagne du candidat de l'UMP. C'est une accusation très lourde, mais qui fait suite à une enquête de près de 10 ans, durant laquelle de nombreuses personnes ont notamment avoué que Nicolas Sarkozy avait bien touché de l'argent de la part de la Libye. Et l'aide politique, c'est de l'argent. On a aidé Sarkozy, et c'est la pure vérité. Et en septembre 2025, après un procès de plusieurs mois et une longue délibération, la justice française rend son verdict et il est très clair, Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Pour rien vous cacher, à ce moment-là, cette condamnation ne m'a pas vraiment étonné. Ça faisait des années que je suivais de très près ce dossier et avec tout ce qui était sorti concernant l'affaire Sarkozy-Kadhafi, il me semblait assez logique que l'ancien président soit condamné. Et même si celui-ci s'est emporté contre la décision de justice, affirmant que c'était un complot et que l'accusation était sans fondement, reste que quand on vous condamne à 5 ans de prison, c'est rarement que vous avez rien fait. Enfin, ça, c'était mon avis personnel. Parce qu'en me baladant un peu sur internet et même en discutant avec des gens autour de moi, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes étaient d'accord avec l'ancien chef d'État. Sa condamnation est un scandale. Regardez juste ce sondage réalisé par Elab en octobre 2025 qui explique que 39% des Français pensent que la condamnation de Nicolas Sarkozy est d'une gravité extrême pour l'état de droit. 39%. C'est conséquent, mais en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que c'était logique. Car la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont pas du tout compris cette affaire, n'ont pas lu le jugement et sont donc incapables de bien comprendre de quoi on parle. Nicolas Sarkozy l'a d'ailleurs dit lui-même lors d'une interview, les Français seraient bien en peine de résumer ce qu'on me reproche, personne n'y comprend rien. Je vous pose d'ailleurs la question, pour vous, c'est quoi l'affaire Sarkozy-Kadhafi ? Sans doute une sombre histoire disant que le guide libyen aurait versé de l'argent à l'ancien chef d'État français lors de sa campagne de 2007. Point final. Or, en réalité, si on résume cette affaire seulement à ça, c'est certain qu'on n'y comprend pas grand-chose, et qu'il est impossible de se faire un véritable avis sur la décision de la justice de condamner Sarkozy à 5 ans de prison. C'est donc pour ça que je me suis finalement décidé à faire cette vidéo, pour reprendre de A à Z toute l'affaire Sarkozy-Kadhafi, et que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur toute cette histoire. Et vous allez le voir, c'est bien plus complexe qu'un simple financement occulte de campagne présidentielle. Car la vérité, c'est que pour comprendre cette affaire, il faut en comprendre 4 autres. L'affaire du financement libyen donc, mais également l'affaire Karachi, l'affaire du vol UTA 772 et l'affaire de la fausse rétractation de Ziad Takedine. C'est ensemble et uniquement ensemble que ces 4 affaires forment l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Si vous loupez une des pièces du puzzle, alors vous ne pourrez pas comprendre tout ce qu'il s'est réellement passé. C'est pour cela que cette vidéo est longue, très longue, car on va ensemble plonger dans ces 4 incroyables affaires pour comprendre l'affaire des affaires Sarkozy-Kadhafi. On va voyager du désert libyen au palais de l'Élysée en passant par les côtes pakistanaises, les palais qataris ou encore la banlieue libanaise. On va parler d'attentats, de morts suspectes, de valises de cash, d'argent, de pouvoir et d'influence, bref, on va parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Bon, ça, c'est un sac rempli de billets de banque. Et vous allez le voir que dans cette vidéo, ce genre de sac rempli de millions d'euros en liquide,
on va en croiser quelques-uns. Et on est d'accord, c'est pas très discret. Pour recevoir autant d'argent, il aurait été plus préférable d'ouvrir un compte bancaire chez le partenaire de cette vidéo, Trade Republic. Une banque en ligne européenne qui compte plus d'1 million d'utilisateurs en France et qui est extrêmement simple d'utilisation. Vous pouvez ouvrir un compte courant en moins de 10 minutes, gratuitement et sans frais d'ouverture. De plus, avec Trade Republic, votre argent vous permet de gagner de l'argent. Ouais, ces montagnes de cash que vous voyez là, elles vous rapportent strictement rien. Alors que sur Trade Republic, les espèces laissées sur votre compte sont rémunérées. Oui, chaque euro que vous laissez sur la plateforme et que vous ne dépensez pas rapporte des intérêts littéralement tous les mois, et ça sans condition. De plus, en ouvrant un compte chez Trade Republic, vous avez le droit à cette magnifique carte Mirror, grâce à laquelle vous pouvez également bénéficier d'un safe-back. 1% net de vos achats est automatiquement réinvesti jusqu'à 15 € par mois dans le plan d'épargne de votre choix. Bien entendu, attention, investir comporte des risques, y compris la perte totale de votre capital, soyez-en conscients. Encore un grand merci à Trade Republic pour leur soutien, et je vous souhaite un très bon visionnage. Nous nous sommes révoltés pour hisser haut l'étendard arabe. Relève la tête, frère libyen, et donne ton appui total. Marche avec le cortège de la révolution victorieuse. Vive la révolution, vive le peuple libyen fier. Le 1er septembre 1969 au petit matin, voilà le message qui est transmis sur toutes les radios de Libye. Quelques heures auparavant, un coup d'État a en effet eu lieu dans ce grand pays d'Afrique du Nord et le roi Idriss Ier, alors en voyage en Turquie, est renversé par un groupe de militaires. Parmi eux se trouve un jeune homme de 27 ans, extrêmement ambitieux, qui prend alors le pouvoir en Libye. Son nom, Mouammar Kadhafi. Très rapidement après sa prise de pouvoir, le jeune Kadhafi va s'atteler à transformer en profondeur son pays. Inspiré par l'Égyptien Nasser, il devient un défenseur acharné du panarabisme et nationalise notamment une bonne partie du pétrole libyen pour permettre au territoire de se développer. Grâce à cet argent, il met également en place une série de réformes sociales et investit massivement dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Au niveau politique, Mouammar Kadhafi s'attelle vite à créer une sorte de nouveau mouvement qu'il nomme la troisième théorie universelle. Une doctrine opposée au capitalisme et au communisme qui prône un mélange de socialisme arabe et de démocratie directe censée redonner le pouvoir au peuple. Kadhafi formalise d'ailleurs cette idéologie dans cet ouvrage, le Livre vert, dans lequel on peut lire par exemple des choses comme la loi véritable d'une société, la coutume ou la religion. Toute autre tentative en dehors de ces deux sources est inutile et illogique. Ou bien, la représentation du peuple est un mensonge. La simple existence des parlements sous-tend l'absence du peuple, car la démocratie ne peut exister qu'avec la présence du peuple et non la présence de ses représentants. Et peu après la publication de ce livre, Kadhafi va même aller plus loin. Il change le drapeau de la Libye en un simple fond vert uni, dépourvu de motifs, et renomme son pays en Jamahiliya, ce qui veut dire l'état des masses. Le chef d'État décide d'ailleurs suite à ça de renoncer à son titre officiel de président pour se présenter comme un simple guide de la révolution. And we here, the Kansai area, now is establishing the era of Jamahiris. We'll form this new state without any representation and without any president, without any leader. Bon, en réalité, même s'il affirme ne plus occuper de position politique, Mouammar Kadhafi exerce à ce moment-là un pouvoir quasiment absolu en Libye. Il a fait éliminer l'intégralité de ses opposants et placer tous ses fidèles au cœur du gouvernement. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être tout puissant en Libye, Kadhafi commence également à projeter son influence bien au-delà des frontières de son pays. En tant que guide autoproclamé, il veut exporter la révolution libyenne à d'autres territoires et commence donc à soutenir de nombreux groupes armés rebelles situés un peu partout dans le monde. Sauf que Mouammar Kadhafi va décider d'aller plus loin. Dans sa quête vengeresse contre l'Occident et sa volonté de faire de son pays une grande puissance, le guide de la révolution va décider d'utiliser un moyen extrême, le terrorisme. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information principale de ce samedi demeure l'enquête sur la catastrophe du DC-10 d'UTA. Le gouvernement a décidé d'employer les grands moyens pour savoir très vite ce qui s'est exactement passé. Et ce soir, nous sommes en mesure d'affirmer qu'il s'agissait bien d'un attentat. C'est une bombe placée à l'intérieur de l'appareil qui a explosé au-dessus du désert du Ténéré. Le 19 septembre 1989, un événement terrible se produit au-dessus du désert nigérien. Le vol UTA 772, reliant Brazzaville à Paris, s'écrase soudainement. Après seulement quelques jours, la thèse d'un accident aérien est vite écartée, il s'agit d'un attentat à la bombe. Et la question qui se pose désormais, c'est
Qui se cache derrière cette attaque? Plusieurs pistes sont vite évoquées, de la Syrie d'Hafez el-Assad au Mollah iranien en passant par le Hezbollah libanais, mais aucune ne semble être vraiment crédible. Tout ce que l'on sait, c'est que l'explosion de l'avion est due à un explosif caché dans une valise. Relativement maigre comme indice, vous en conviendrez. Mais la justice française va se mettre à enquêter en profondeur, et après des années d'une investigation minutieuse, le juge Jean-Louis Bruguière découvre qui se cache derrière le crash du vol UTA 772, la Libye de Mouammar Kadhafi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs années auparavant, dans les années 80, une guerre avait éclaté en Afrique du Nord, opposant la Libye à son voisin, le Tchad. Et alors que les troupes de Kadhafi avaient plutôt l'avantage dans ce conflit, la France va décider d'intervenir pour soutenir N'Djamena. Elle lance notamment 2 opérations militaires successives, Manta et Épervier, et envoie de l'armement, des hommes et des véhicules à l'armée tchadienne. Résultat, grâce à ce soutien français, le Tchad arrive à repousser l'armée libyenne, et en 1987, un cessez-le-feu est signé. Il faut comprendre que cette défaite est vécue comme une véritable humiliation pour Mouammar Kadhafi. Après tout, depuis le début des années 80, le guide de la Révolution se rêvait en véritable leader du tiers-monde et voulait devenir la figure centrale de la lutte anti-occidentale. Alors forcément, ce revers militaire contre la France ne passe pas du tout. Il fallait se venger, envoyer un message à Paris et même au monde entier, quitte donc à faire sauter un avion de ligne et tuer 170 personnes. Pour autant, vous vous doutez bien que cette opération, même si elle est étroitement liée au guide de la révolution libyenne, n'a pas été directement préparée par Mouammar Kadhafi en personne. Non, elle a été, comme quasiment tous les attentats perpétués par la Libye dans les années 80 d'ailleurs, mise sur pied par les services secrets de la Jamaïlia, et plus particulièrement par un homme, Abdallah Senussi. C'est le numéro 2 des services de renseignement libyens, et surtout le beau-frère de Mouammar Kadhafi. C'est Senussi qui a orchestré l'attaque de l'UTA 772, c'est lui qui a sélectionné les explosifs et qui a choisi la personne qui allait transporter la valise piégée. D'ailleurs, si vous voulez comprendre en détail toute cette histoire et le rôle central qu'a joué Senussi dans l'attentat de septembre 89, je vous conseille fortement ce livre intitulé « L'assassin qu'il fallait sauver » au cœur de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Car, oui, n'oubliez pas qu'à l'origine, le sujet de cette vidéo, c'est ça, l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et peut-être que depuis quelques minutes maintenant, vous vous demandez mais putain pourquoi je vous parle de l'attentat de l'UTA 772 ? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre histoire ? Eh bien, attendez 2 minutes. On y vient. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'enquête de la justice française, et notamment quand il a été découvert que c'était la Libye qui se cachait derrière l'attentat de septembre 89, un procès va avoir lieu à Paris. 6 Libyens vont être condamnés à la réclusion à perpétuité par contumace, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas présents physiquement au procès. Parmi ces 6 personnes, on retrouve évidemment Abdallah Senussi, le beau-frère du chef d'État libyen, qui devient alors un fugitif avec un mandat d'arrêt international émis contre lui. Et c'est précisément cette condamnation qui aurait poussé, des années plus tard, Mouammar Kadhafi à financer la campagne présidentielle de Sarkozy. Mais n'allons pas trop vite, il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble avant d'en arriver là. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'après être resté sur les côtes libyennes, nous nous envolions à plusieurs milliers de kilomètres de là, à Paris, au début des années 90. Car, attendez, je sais pas si vous entendez, mais la guerre des droites s'apprête à débuter. Le président de la République a bien voulu m'inviter à venir le voir. Il m'a fait part de sa décision de me nommer Premier ministre. Je l'ai accepté. Début 1993, après des élections législatives très disputées, la droite revient au pouvoir. Grâce à une alliance de plusieurs partis, la coalition Union pour la France remporte plus de 450 sièges à l'Assemblée, mais contrairement à ce que certains auraient pu penser, ce n'est pas le big boss de la droite, un certain Jacques Chirac, qui devient Premier ministre. Ayant retenu les leçons de la cohabitation avec Mitterrand de la fin des années 80, le chef du RPR sait en effet qu'en devenant Premier ministre, il prend le risque de s'exposer politiquement et donc de compromettre ses chances à la présidentielle de 95. Chirac préfère donc ne pas s'user et décide d'envoyer à Matignon l'un de ses plus fidèles alliés, Édouard Balladur. Un homme discret, notamment devenu ministre de l'économie dans les années 80 et qui, en tant que Premier ministre RPR, a pour unique but de servir de paratonnerre à Jacques Chirac. Enfin, ça, c'est probablement ce que pense celui que Pompidou surnommait mon bulldozer. Parce qu'au bout d'à peine quelques mois à Matignon, et bénéficiant d'une cote de popularité extrêmement élevée, le taiseux Balladur se met à rêver plus grand. Et si il se présentait à l'élection présidentielle de 95 ? Je ne vois pas pourquoi je serais le seul Français auquel il serait interdit d'avoir des idées pour l'avenir de son pays. Eh bien, j'ai des idées, moi aussi, pour l'avenir de mon pays. Le problème pour Balladur, c'est que pour briguer la fonction suprême, il faut 2 choses, des soutiens
et puis de l'argent. Alors, pour ce qui est des soutiens, le Premier ministre en compte un certain nombre, comme François Léotard, ministre de la Défense, Nicolas Bazir, directeur du cabinet de Balladur, et bien entendu un jeune ministre du budget dont vous connaissez peut-être le nom, Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de l'argent en revanche, c'est un peu plus compliqué. Si Balladur veut se présenter à l'élection présidentielle de 95 contre Chirac, alors il n'aura pas accès à l'argent de son parti, le RPR. Il doit donc trouver un autre moyen pour se financer. Et ça tombe bien car en tant que chef du gouvernement, Édouard Balladur peut utiliser un moyen très puissant pour renflouer ses caisses, la commande publique et plus particulièrement les contrats de vente d'armes à l'international. Car oui, si vous avez regardé ma vidéo sur les frégates de Taïwan, ce que j'espère vous avez fait, vous savez que dans ce genre de deal, il y a ce qu'on appelle des rétrocommissions qui peuvent être très élevées et rapporter gros. Et c'est parti pour la 43e explication de ce que sont les rétrocommissions sur cette chaîne YouTube. Ok, donc vous avez un pays A qui vend à un pays B un missile pour 100 €. Sauf que pour conclure cette vente, il a fallu graisser la patte de certaines personnes et donc verser de l'argent à des intermédiaires, disons pour 15% du montant total du contrat. Ça, c'est les commissions. Mais en revanche, si en tant que pays A, vous voulez constituer une petite caisse noire remplie d'argent sale, alors vous demandez aux intermédiaires à qui vous avez versé des commissions de vous en reverser une partie. C'est ce qu'on appelle des rétrocommissions. C'est évidemment complètement illégal, mais quand vous avez besoin d'argent, c'est l'un des moyens les plus efficaces. Enfin, reste que si le clan Balladur veut effectivement financer sa campagne présidentielle en partie avec des rétrocoms, il faut donc signer des contrats d'armement et surtout trouver des intermédiaires qui reverseront des commissions. Bon, concernant les contrats, ça tombe bien car à ce moment-là, donc en 93 et en 94, deux énormes deals sont en cours de négociation. L'un pour vendre des sous-marins au Pakistan, c'est ce qu'on appellera le contrat Agosta, l'autre pour vendre des frégates en Arabie Saoudite, là c'est le contrat Sawari 2. Reste donc à trouver les fameux intermédiaires pour reverser les commissions. Et c'est là que débarquent dans notre histoire deux hommes, Abdul Rahman El Assir et surtout son sulfureux associé, un certain Ziad Taqeddine. Ziad Taqeddine, c'est quelqu'un d'assez unique en son genre. Il se définit lui-même dans son livre comme un homme de l'ombre qui, vous allez le voir, va devenir un personnage central de la vie politique française. Né en 1950 au Liban, Taqeddine débarque dans l'Hexagone à la fin des années 70 et dirige notamment Isola 2000, une jolie station de sport d'hiver se trouvant dans les Alpes. Pendant des années, il se forge un petit carnet d'adresses politiques en rencontrant par exemple Jacques Médecin, maire de Nice, mais surtout un dénommé François Léotard. Mais la vie de Taqeddine va basculer quelques années plus tard, en 1993. Alors qu'il vient de quitter Isola 2000 et cherche du travail, il embarque un jour dans un avion quand il reconnaît, assis sur un siège, Abdul Rahman El Assir, un vieil ami du Liban qu'il n'avait pas vu depuis des années et qui parle alors à Taqeddine de sa profession un peu particulière, intermédiaire dans les contrats d'armement. Beau-frère du richissime marchand d'armes Adnan Khashoggi, El Assir mène une grande vie, voyage beaucoup et raconte même à Taqeddine être très introduit au sein de la famille royale saoudienne. Il demande d'ailleurs à l'ancien directeur d'Isola 2000 s'il a des contacts au sein du gouvernement Balladur pour permettre à l'Arabie Saoudite de faire des affaires en France. Ce à quoi Taqeddine va lui répondre que, bah oui, il connaissait bien quelqu'un, François Léotard, le ministre de la Défense. À partir de ce moment-là, les choses vont aller relativement vite. Abdul Rahman El Assir et Ziad Taqeddine vont devenir associés et rencontrer François Léotard, Nicolas Bazir ou encore Thierry Gaubert, un conseiller de Nicolas Sarkozy. De quoi parle-t-il exactement ? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'été 94, alors que les contrats d'armement Agosta et Sawari 2 sont sur le point d'être finalisés, le ministère de la Défense impose soudainement que Ziad Taqeddine et son associé soient inclus dans les négociations et qu'on leur verse des commissions pharaoniques. La demande surprend et Gérard-Philippe Ménailla, ancien directeur financier de la DCN, dira même à ce sujet, je cite, « C'était du jamais vu. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu les mêmes agents apparaître dans deux contrats aussi différents. D'autant que Taqeddine n'avait pas, à ma connaissance, de compétences particulières ni sur les sous-marins, ni sur les frégates, ni sur le Pakistan, ni sur l'Arabie Saoudite. » Enfin, Ménailla a beau s'énerver autant qu'il veut, reste que le duo Taqeddine et El Assir touchera bien des commissions pour les contrats Agosta et Sawari 2, des montagnes d'argent. On parle de centaines de millions de francs. Oui, je sais c'est énorme, mais là je sais ce que vous allez vous dire. Ok Max, donc Taqeddine et El Assir ont touché beaucoup d'argent dans les contrats Agosta et Sawari 2, on comprend pas vraiment pourquoi, puisqu'ils ont pas servi à grand chose, mais ça reste des commissions, pas des rétro-commissions qui auraient servi à financer la campagne d'Édouard Balladur. Enfin moins que... J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République.
Au début de l'année 95, l'inévitable finit par se produire. Édouard Balladur annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En même temps, c'est normal, il est alors le grand favori des sondages et se voit probablement déjà dormir à l'Élysée. Mais c'était sans compter sur un dénommé Jacques Chirac, qui, esseulé et abandonné par toute une partie de sa famille politique, va tout faire pour remonter la pente. Semaine après semaine, le boss du RPR sillonne la France, multiplie les apparitions publiques et, doucement mais sûrement, le rapport de force va s'inverser. Les balladuriens vont se retrouver en position de faiblesse et le porte-parole de la campagne, Nicolas Sarkozy, va lui-même avouer que le vent était en train de tourner. Et je mentirais si je ne disais que ces sondages nous sont contraires. Quelle est la leçon qu'on en tire? C'est qu'on va se battre. Et on va essayer de convaincre les Français qu'au-delà des sondages, il y a 5 semaines qui restent pour convaincre qu'Édouard Balladur est le président de la République qu'il faut pour la France. Est-ce à ce moment-là que le clan Balladur a décidé de demander à Ziad Takieddine et Abdulrahman Al-Assir de financer la campagne présidentielle du Premier ministre en leur reversant en liquide une partie des commissions des contrats d'armement signés quelques mois auparavant? Ou bien, depuis le début, il avait été convenu que les intermédiaires devraient impérativement envoyer de l'argent aux balladuriens? Difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début de l'année 95, alors que Balladur perd pied dans les sondages, de grosses sommes d'argent en liquide vont être versées au clan du Premier ministre. Takieddine dira par exemple plus tard qu'il a remis plus de 6 millions de francs cachés dans des valises à Thierry Gaubert, le conseiller de Nicolas Sarkozy. Un attaché parlementaire, Alexandre Galdin, affirmera lui aussi qu'il était chargé de transporter de grandes valises de cash remplies de grosses coupures au QG des balladuriens. Mais la chose la plus troublante, c'est que le 26 avril 1995, une somme de 10 millions de francs en espèces et en grosses coupures a été déposée sur le compte de Balladur au siège du Crédit du Nord à Paris. Or, quelques jours auparavant, sur un des comptes suisses liés à Ziad Takieddine, 10 millions de francs en espèces avaient été retirés. Gardez en tête néanmoins que tout ce dont je viens de vous parler, à l'époque en 95, personne n'est au courant. Le nom de Takieddine est inconnu du grand public, on ne parle pas de rétrocommission ou encore des millions de francs en espèces versés sur le compte de la campagne de Balladur. Non, tout ça est secret, il faudra attendre 15 ans pour que le scandale commence à éclater et 10 ans de plus pour qu'il soit jugé. Mais la question que tout le monde se pose, c'est: est-ce que toutes ces magouilles ont porté leurs fruits? Est-ce que, grâce à ces millions de francs, Édouard Balladur a pu conquérir l'Élysée? Eh bien, vérifions. Il est 20h précise, voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Éliminé Édouard Balladur, 18,5% des suffrages exprimés. Fin avril 95, Jacques Chirac réussit son tour de force. Donné perdant par tous les sondages en janvier, il a réussi une incroyable remontée et quelques jours plus tard, c'est même la consécration puisqu'il devient président de la République après avoir battu Lionel Jospin. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Mais qui dit Chirac au pouvoir, dit fin de partie pour les balladuriens. Ces traîtres au RPR sont désormais des parias et pas question qu'ils soient reconduits au gouvernement. Les Léotard, Pasqua et surtout Sarkozy sont écartés et vont alors entamer une longue traversée du désert. Pour le maire de Neuilly-sur-Seine qui, rappelez-vous, était porte-parole de la campagne de Balladur, la chute sera particulièrement rude et il devra longuement batailler pour retrouver l'influence qui était la sienne au sein du RPR. On parle de 7 ans. 7 longues années, soit tout le premier mandat de Chirac, durant lesquels Sarkozy ne sera membre d'aucun gouvernement français. Pour quelqu'un comme lui, c'est une éternité. Mais comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre, et quand Sarkozy retrouve enfin un poste de ministre, il revient par la grande porte avec une conviction: le prochain président, ce sera lui. Les tractations ont été longues, mais cette fois c'est fait. On connaît la composition du gouvernement. 27 ministres ou secrétaires d'État, 6 femmes, dont Roselyne Bachelot et Michèle Alliot-Marie, 21 hommes, dont Nicolas Sarkozy, François Fillon et Dominique Perben. Il est de retour. Après la réélection de Chirac en 2002, Sarkozy fait donc son grand comeback au gouvernement. Longtemps pressenti pour devenir Premier ministre, il se voit finalement décerner le ministère de l'Intérieur et devient donc le numéro 2 du nouveau gouvernement Raffarin. Ce retour en fanfare n'est pas vraiment une surprise. Depuis quelques temps maintenant, Nicolas Sarkozy est redevenu l'un des hommes forts du RPR et on murmure même qu'il se prépare à succéder à Jacques Chirac en 2007. En tant que ministre de l'Intérieur, Sarkozy se met donc rapidement au travail. Dès son arrivée place Beauvau, il affiche une priorité claire: reprendre la main sur les grands dossiers de sécurité et montrer que c'est un ministre d'action. Mais ce n'est pas tout. À peine nommé, Nicolas Sarkozy décide de s'occuper d'un dossier particulier. Mixa, un gigantesque contrat d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite.
On parle d'un projet colossal qu'avait initié un certain Charles Pasqua dans les années 80 visant à totalement moderniser les frontières saoudiennes en les équipant de radars, d'hélicoptères, d'avions de reconnaissance et de systèmes de télécommunications, bref, la crème de la crème. Montant de cet accord, 7 milliards d'euros. Oui, c'est énorme, mais malgré des négociations plutôt avancées, ça fait des années que le contrat Mixa est au point mort. Et quand Sarkozy débarque place Beauvau, il veut donc réactiver ce dossier. Le 8 juillet 2002, il adresse notamment une lettre au prince Naïef, ministre de l'Intérieur saoudien, disant, je cite, « Je propose à votre Altesse royale de signer avec elle dès qu'elle le souhaitera l'accord de coopération préparé par nos services. » Sauf que maintenant, bon, j'espère que vous commencez à connaître la chanson. Qui dit contrat d'armement, dit intermédiaire, et dit potentiellement rétrocommission. Alors à votre avis, qui l'équipe de Sarkozy contacte pour s'atteler à cette tâche? Eh bien ce cher Ziad Takieddine. En fait, si après la défaite de Balladur à la présidentielle de 95, la plupart des proches du Premier ministre traversent une mauvaise passe, pour Ziad Takieddine, c'est tout l'inverse. Grâce aux commissions des contrats Sawari 2 et Agosta, son portefeuille, mais surtout son carnet d'adresses, ont considérablement enflé. Regardez, là on peut le voir avec Jean-François Copé, nouveau porte-parole du gouvernement français. Là il est en compagnie de Thierry Gaubert, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy qu'il a rencontré lors de la campagne de Balladur en 95. Et surtout on peut l'apercevoir à de nombreuses reprises aux côtés de Brice Hortefeux, ami intime de Nicolas Sarkozy. Bref, forcément entre le fait que Takieddine soit donc proche du clan du ministre de l'Intérieur et qu'il connaisse bien la famille royale saoudienne et surtout qu'il ait déjà travaillé par le passé avec le gouvernement français, pour signer le contrat Mixa, il était logique que Monsieur Ziad revienne dans l'équation. En octobre 2003, il accompagne d'ailleurs Brice Hortefeux ainsi que Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, pour un voyage en Arabie Saoudite. L'objectif est clair, finaliser les derniers détails du contrat Mixa avant la visite officielle du ministre de l'Intérieur français à Riyad. La France a eu besoin, encore une fois, de mes services pour pouvoir avancer dans un contrat qui intéressait la France, que je répète, ce n'est pas un contrat d'armement, un contrat qui intéressait la France et qui intéressait l'Arabie Saoudite. C'était le contrat fameux Mixa qui était en train de traîner comme l'autre. Rapidement, Ziad Takieddine s'active. Il se charge notamment de tout le volet financier du contrat Mixa, avec bien sûr la mise en place d'un système de commission destiné à faciliter la signature de l'accord. Selon une des notes de Takieddine rédigée le 30 novembre 2003, l'intermédiaire aurait dû toucher 5% du total du contrat, versé sur une société offshore, Blue Planet Limited, enregistrée à Gibraltar. 5% de commission, soit 350 millions d'euros. C'est astronomique. Tellement astronomique qu'on peut s'interroger sur le fait que ce fameux contrat Mixa ne va pas servir, lui aussi via un système de rétrocommission, à alimenter secrètement une campagne présidentielle. Avouez que c'est une question légitime, à laquelle on n'aura toutefois jamais la réponse, puisqu'en décembre 2003, alors que Sarkozy doit se rendre en Arabie Saoudite pour signer le contrat Mixa, Jacques Chirac intervient et met son veto sur cette vente. Pourquoi le président français a-t-il subitement décidé d'interdire à son ministre de signer le contrat Mixa ? Mystère. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis quelques mois, Chirac avait reçu plusieurs notes des services de renseignement expliquant que Sarkozy cherchait à se constituer un, je cite, trésor de guerre pour la campagne présidentielle de 2007. Dans cet article du Point paru en avril 2004, on peut d'ailleurs lire ceci. Soyons clairs, certains à l'Élysée ont cru voir dans le rôle de Nicolas Sarkozy autour de l'affaire Mixa une tentative de mise en place d'un réseau de financement occulte. Après, comme je vous l'ai dit, on ne saura probablement jamais ce qui était vrai ou faux. Mais si, et je dis bien si, tenez, écrivons-le en énorme, si Nicolas Sarkozy voulait effectivement se créer un trésor de guerre pour sa campagne de 2007 via les rétrocommissions du contrat Mixa, alors il va devoir trouver un autre moyen. Mais cette fois-ci, fini les contrats d'armement et les rétrocommissions, il faut se tourner vers quelque chose d'autre, ou plutôt vers quelqu'un d'autre. Au printemps 2005, sur le tarmac de l'aéroport de Tripoli, un avion vient de se poser. À son bord, un dénommé Ziad Takieddine. Que vient faire notre cher intermédiaire en Libye ? Eh bien, pas mal de choses. Selon une note rédigée par Takieddine, lors de son séjour à Tripoli en avril 2005, il a rencontré AS et son fils MS, ainsi que S et I, fils de MK. Ah oui, pardon, je vous traduis. Lors de son voyage, Takieddine est rentré en contact avec Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi, et Mohamed Senussi, ainsi que son père, Abdallah Senussi. Oui, Abdallah Senussi, celui qui a organisé l'attentat du vol UTA 772 et qui a été condamné en 1999 à la prison à perpétuité. Alors pourquoi diable Takieddine rencontre-t-il Senussi et le fils de Kadhafi en avril 2005 ? Eh bien, toujours sur la même note, on peut lire « Confirmation par AS du rôle de conseiller spécial de ZT auprès des autorités libyennes ».
libyenne, ou encore affaires personnelles de AS avec la France et voir comment régler ce contentieux en application de la promesse de Chichi à MK. Je vous traduis, avec cette visite à Tripoli, Takedine devient une sorte d'intermédiaire officieux entre la France et la Libye. Et ce rôle se confirmera d'ailleurs quelques mois plus tard. Alors que Nicolas Sarkozy doit se rendre à Tripoli le 6 octobre pour une visite exceptionnelle, Ziad Takedine est chargé de préparer le terrain. Pour cela, il doit notamment organiser le voyage confidentiel de Claude Guéant, le directeur de cabinet de Sarkozy, qui doit venir en Libye quelques jours avant le ministre de l'Intérieur. Dans ses notes, Takedine explique que la visite préparatoire est inhabituelle, elle doit revêtir un caractère secret. Et pour cela, le déplacement doit s'effectuer sans fanfare, cela permettrait notamment d'avoir plus d'aise pour évoquer l'autre sujet important de la manière la plus discrète. L'autre sujet important. Mais de quoi s'agit-il? Difficile à dire, mais on apprendra par la suite que lors de ce fameux voyage confidentiel en Libye, Claude Guéant a dîné avec Abdallah Senoussi, cet homme pourtant recherché par la justice française depuis plusieurs années. Oui, c'est surprenant, mais à l'époque, personne n'est au courant de cette rencontre, ni même du voyage de Guéant. La seule chose que l'on sait, c'est que le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, s'apprête à rencontrer Mouammar Kadhafi en Libye. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. Sinon, on ne pourra rien contrôler. Officiellement, comme le dit Nicolas Sarkozy lui-même, le but de sa visite en Libye est avant tout sécuritaire. Il veut que la coopération entre Paris et Tripoli soit renforcée pour mieux contrôler l'immigration clandestine venue d'Afrique du Nord. Soit. Sauf qu'il y a deux autres choses à retenir concernant la visite du ministre de l'Intérieur français en Libye en octobre 2005. La première, c'est que lorsqu'ils rencontrent Mouammar Kadhafi, à la fin de leur entretien, les deux hommes vont s'entretenir seul à seul avec seulement leurs interprètes pendant une dizaine de minutes. Et la seconde chose, c'est qu'après cette entrevue, une fois rentré à son hôtel, Nicolas Sarkozy aurait été en contact avec Abdallah Senoussi. Selon différentes sources, les deux hommes se seraient appelés au téléphone, voire même ils se seraient rencontrés. Alors de son côté, l'ancien maire de Neuilly a toujours nié tout contact avec Senoussi et affirmé que son déplacement à Tripoli était purement lié à son rôle de ministre de l'Intérieur et que de toute façon, il était resté moins de 24 heures en Libye. Il ne reviendra d'ailleurs plus dans ce pays jusqu'à son élection en 2007. Ce qui n'est en revanche pas le cas de certains de ses proches, comme son ami Brice Hortefeux, qui en décembre 2005 se rend à Tripoli et rencontre secrètement, je vous laisse deviner, oui, Abdallah Senoussi. On peut aussi évoquer Thierry Herzog, futur avocat de Sarkozy, qui lui aussi, en novembre 2005, effectue un discret voyage en Libye pour serrer la pince d'Abdallah Senoussi. Mais s'il y a bien quelqu'un qui va démultiplier les allers-retours entre Paris et Tripoli et rencontrer la plupart des hauts dirigeants du régime libyen, c'est bien Ziad Takedine. L'intermédiaire est comme un poisson dans l'eau et s'attelle discrètement à renforcer les relations entre la France et la Libye. Et évidemment, il en profite au passage pour récupérer quelques millions d'euros en commission, comme en avril 2007, lorsque l'entreprise française Amesis vend à la Jamaïlia libyenne du matériel de surveillance de haute technologie. Pour ce simple contrat, Takedine va toucher plus de 4 millions d'euros. Oui, l'intermédiaire peut se frotter les mains et probablement qu'à ce moment-là, il pense à l'élection présidentielle française qui arrive dans quelques semaines. Takedine le sait, si Sarkozy est élu, alors les bonnes affaires ne font que commencer. C'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters salgado. Il l'a fait. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République française. Une consécration pour celui dont certains disaient pourtant une décennie plus tôt que la carrière politique était finie. Désormais, c'est celui que ses fidèles surnomment Sarko qui devient le chef d'État français et dès son arrivée au pouvoir, il l'affirme, il a de grandes ambitions pour la France, mais également pour l'Afrique. Je me battrai pour le développement de l'Afrique, parce que le destin de l'Europe et celui de l'Afrique, incontestablement, sont liés. Quelques jours après ce discours, Nicolas Sarkozy passe d'ailleurs un coup de fil à quelqu'un que vous commencez à connaître, Mouammar Kadhafi, le guide de la révolution libyenne. Et lors de cet appel, voilà ce que les deux chefs d'État se sont dit. سيد ساركوزي، أهنئكم على فوزكم بالانتخابات. تستحقون ثقة الشعب الفرنسي. Monsieur Kadhafi, je suis enchanté de vous parler. Je n'ai pas oublié notre rencontre. Je garde un excellent souvenir de la qualité de vos analyses. Vous méritez amplement votre titre de guide. أنا مطمن إنه عندنا صديق مثلكم في أوروبا. بعرف طموحكم وعزيمتكم ورح نعمل كتير لدولتنا.
Oui, monsieur le guide. J'espère vous recevoir en France ou me rendre en Libye. Inch'Allah, Inch'Allah. Quand on entend ces mots, on comprend donc vite qu'avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, les relations entre la France et la Libye vont grandement s'améliorer. Les deux chefs d'État semblent vouloir tourner la page des tensions passées et ouvrir une nouvelle ère de coopération entre Paris et Tripoli. D'ailleurs, en juillet 2007, 2 mois à peine après son élection, le président français effectue un déplacement historique en Libye. Mais le vrai événement qui va avoir lieu et montrer à quel point les relations franco-libyennes semblent être rentrées dans une nouvelle phase a lieu quelques mois plus tard, en décembre 2007. Mouammar Kadhafi se rend en visite officielle à Paris. Et autant vous dire que l'arrivée du chef d'État libyen n'est pas passée inaperçue. Mouammar Kadhafi a donc achevé son voyage en France. Outre les contrats économiques, il en restera une polémique à répétition. Bateau-mouche, Tour Eiffel, 30 minutes au Louvre, dont 3 devant Mona Lisa, 1 heure à Versailles, en tenue d'aviateur et chapka. La très contestée visite d'État du colonel Kadhafi en France a débuté cet après-midi. Ce soir, la France et la Libye devraient signer pour plus de 10 milliards d'euros de contrats. L'hôtel de Marigny n'avait jamais vu ça. Trônant sur ses pelouses, la légendaire tente bédouine de Mouammar Kadhafi. C'est là que, conformément à la tradition du désert, Mouammar Kadhafi reçoit ses invités. On lui déroule le tapis rouge, alors que cet homme est un dictateur. C'est indécent. Moi, je ne peux pas oublier que le régime de Kadhafi a été accusé d'actes terroristes contre un avion français. Il y a eu des ressortissants français qui sont morts de la compromission de Kadhafi avec le terrorisme. N'oublie pas, imaginez dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats. Malgré cette visite fastueuse et ses critiques, Nicolas Sarkozy, lui, est catégorique. Je cite, « La France doit parler avec tout le monde ». Traduction, désormais le régime libyen est considéré comme un allié, peu importe son passé. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec un allié ? Du business. Durant la première partie du mandat de Sarkozy, de nombreux contrats entre des entreprises françaises et la Libye vont être signés, comme avec l'entreprise d'armement MBDA, le constructeur aéronautique Airbus ou bien le géant pétrolier Total. D'ailleurs, en parlant de ce contrat, il y a quelqu'un qui va en profiter pour toucher quelques millions de commissions occultes. Je pense que vous avez deviné de qui on parle. Bah oui, je vous avais prévenu que l'élection de Sarkozy allait grandement faire les affaires de l'intermédiaire franco-libanais, qui est sur tous les fronts depuis l'arrivée au pouvoir de l'ancien maire de Neuilly. Aussi bien au niveau économique que politique, car en plus de servir d'intermédiaire dans des contrats entre la France et la Libye, Takieddine prend aussi la main sur des dossiers plus sensibles, comme celui lié au mandat d'arrêt mis contre Abdallah Senussi. Oui, en effet, à plusieurs reprises, l'intermédiaire se rend à l'Élysée pour faire un point sur la situation juridique du beau-frère de Kadhafi. Le 16 mai 2009, par exemple, Takieddine rencontre Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, pour lui parler du cas Senussi et des solutions à envisager. Dans le compte-rendu de cette réunion, on peut notamment lire « Demander au procureur général de mettre le mandat d'arrêt de côté ». À ce moment-là, donc en 2009, la relation entre la France de Sarkozy et la Libye de Kadhafi semble être une véritable lune de miel. Des juteux contrats sont signés, des accords diplomatiques sont passés, et il semblerait même que l'épineuse question du cas Abdallah Senussi soit en passe d'être réglée. Bref, tout semblait aller pour le mieux, enfin, jusqu'à un certain déjeuner. Je vous préviens, cette partie de la vidéo a été la plus compliquée à écrire pour moi. Dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, c'est d'ailleurs un épisode dont on parle quasiment jamais et que j'aurais très bien pu passer sous silence. Mais factuellement, pour comprendre la suite des événements et notamment la rupture entre Sarkozy et Kadhafi, je suis obligé de vous parler du déjeuner du 23 novembre 2010. Et si je vous ai dit que ce moment de la vidéo a été le plus difficile à écrire, c'est parce qu'on va parler de quelque chose que j'aime plus que tout, le Paris Saint-Germain. Le PSG dans une vidéo traitant de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. On pourrait croire à une plaisanterie, n'est-ce pas? Pourtant, sachez que quand on parle d'argent, de pouvoir et d'influence, le sport et plus particulièrement le foot ne sont jamais bien loin. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la date du 23 novembre 2010. Ce jour-là, au palais de l'Élysée, un déjeuner confidentiel a lieu. Autour de la table, le président français, Nicolas Sarkozy, le secrétaire général, Claude Guéant, mais également le président de l'UEFA, Michel Platini, et surtout le prince héritier du Qatar, Tamim Al-Thani. La présence de ces deux dernières personnes à l'Élysée est quelque peu troublante. En effet, dans quelques jours à peine, un vote va avoir lieu pour déterminer quel pays accueillera la Coupe du Monde 2022. Et le Qatar est candidat face à plusieurs poids lourds, notamment les États-Unis. Or, parmi ceux qui vont être chargés de voter pour déterminer qui sera le pays hôte de la Coupe du Monde, il y a évidemment le secrétaire général de l'UEFA, donc Michel Platini, qui, là, est à l'Élysée en train de secrètement déjeuner avec le prince héritier du Qatar. Est-ce que cela a eu une influence sur le fait que quelques jours plus tard, Platoche soutiendra la candidature qatari?
impossible à dire. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que toujours lors de ce déjeuner, il a également été question d'un possible rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar. Et effectivement, quelques mois plus tard, le PSG fut racheté par l'Émirat. Sauf que, durant ce déjeuner, un dernier sujet a été abordé. Un sujet qui n'a rien à voir avec le foot et qui sera révélé bien des années plus tard lors d'une enquête du Media Blast. Et ce sujet, c'est le renversement de Mouammar Kadhafi. En effet, grâce à un document confidentiel publié par Blast, on sait que ce fameux 23 novembre 2010, le prince héritier qatari et le président français ont discuté de la possibilité de la destitution de Mouammar Kadhafi. Sarkozy aurait même accepté d'organiser l'opération militaire et en contrepartie, l'Émirat aurait promis de financer le coût de la guerre. Mais alors, pourquoi Doha aurait voulu renverser le guide libyen? Évidemment, il existe plusieurs réponses, mais comprenez que du temps de son règne, Kadhafi dérangeait beaucoup de pays, aussi bien occidentaux que moyen-orientaux. Il était instable, mégalomaniaque et surtout n'arrêtait pas de critiquer les liens qu'entretenaient les pays arabes avec les États-Unis, donc forcément le Qatar. Et puis il faut aussi dire que depuis quelques années, de gigantesques réserves de gaz avaient été découvertes en Libye. Pour le Qatar, un des principaux producteurs de gaz naturel dans le monde, soutenir le renversement de Kadhafi, c'était donc déstabiliser un concurrent potentiel. Et pour ce faire, quoi de mieux que de se tourner vers la France de Nicolas Sarkozy, qui depuis son arrivée au pouvoir a fait du Qatar son allié numéro 1 dans le monde arabe. Cette relation est tellement forte que l'émir qatari se vanterait d'avoir lui-même financé, à hauteur de 3 millions d'euros, le divorce du président français avec Cécilia Attias en 2007. Une info à évidemment prendre avec des pincettes, mais qui illustre quand même bien les liens extrêmement profonds qu'entretiennent à ce moment-là le petit émirat et la République française. Assez profond pour convaincre Nicolas Sarkozy de lancer une opération militaire pour destituer Kadhafi, bah peut-être bien. Political turmoil that started in Tunisia and then of course spread to Egypt is now reaching across the region into Libya at this point, a country long ruled by Muammar Kadhafi. Mi-février 2011, alors que des révoltes populaires ont déjà renversé Zine Ben Ali en Tunisie et Hosni Moubarak en Égypte, un événement soudain se produit en Libye. Pourtant jusqu'ici relativement épargné par ce qu'on appellera plus tard le printemps arabe, le régime de Kadhafi procède à l'arrestation d'un avocat du nom de Fatih Erbil. En réaction, de grandes manifestations éclatent dans la ville de Benghazi, durement réprimées par le régime libyen. Quelques heures seulement après son arrestation, Fatih Erbil est libéré, mais il était trop tard. Les manifestations ne vont faire que s'amplifier à Benghazi et ne vont pas tarder à embraser la Libye tout entière. Très vite après le début des émeutes, les insurgés libyens vont se regrouper en une entité officielle, le Conseil national de transition. Et quelques jours après sa création, le mouvement va pouvoir compter sur un soutien de taille, celui de Nicolas Sarkozy. En effet, dès le 10 mars 2011, la France devient le premier pays au monde à reconnaître le CNT comme seul représentant légitime du peuple libyen. Quelques jours plus tard, une autre puissance va d'ailleurs emboîter le pas à l'Hexagone et devenir le deuxième pays à reconnaître le CNT, le Qatar. Mais pour Sarkozy à ce moment-là, ce geste ne suffit pas. Il l'affirme, une intervention militaire pour renverser Kadhafi est désormais envisagée. Les États membres examineront toutes les options nécessaires pourvu qu'il y ait un besoin démontrable d'une action, une claire base juridique, les Nations Unies, et le soutien régional, je veux dire la Ligue arabe. Forcément, quand on entend ces mots et qu'on se rappelle de la venue fastueuse de Kadhafi à Paris quelques années plus tôt, le contraste est assez saisissant. Et d'ailleurs, dans une interview accordée au Figaro mi-mars 2011, le guide libyen lui-même se dit étonné que la France se soit aussi rapidement retournée contre lui. Lors de cet entretien, il prononce d'ailleurs une petite phrase qui va pourtant passer à l'époque inaperçue, Sarkozy a une déficience mentale. C'est grâce à moi qu'il est arrivé à la présidence. C'est nous qui lui avons fourni les fonds qui lui ont permis de gagner. Quelques jours à peine après cette déclaration, c'est le fils du guide de la Révolution, Saïf al-Islam Kadhafi, qui accorde une interview à Euronews. Et il confirme les dires de son père, la Jamaïlia libyenne a bien financé la campagne de Sarkozy. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale, s'insurge Saïf al-Islam. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide pour qu'il œuvre pour le peuple libyen. Mais il nous a déçus. Rendez-nous notre argent, on a tous les détails, les documents, et on révélera tout prochainement. Enfin, malgré ces menaces et ces révélations de Saïf al-Islam, Nicolas Sarkozy, lui, ne compte pas reculer. Et le 19 mars 2011, le président français l'annonce, une coalition militaire va intervenir en Libye. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront
à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. Cette petite phrase d'ailleurs du président Sarkozy concernant le bombardement aérien de civils à Benghazi par les troupes de Kadhafi est assez intéressante. C'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre, le guide de la révolution bombarde sa propre population. Le problème, c'est que cette information est fausse. Et littéralement. Alors attention, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mouammar Kadhafi n'était pas un enfant de cœur, il avait mis en place un régime dictatorial ultra répressif en Libye et a durement réprimé les manifestations qui ont éclaté sur son territoire. Mais par rapport à ce qu'ont décrit les médias à l'époque, c'est incomparable et le guide n'a par exemple pas bombardé massivement la population de Benghazi. En réalité, à l'époque, ces fausses informations sont surtout massivement relayées par Al Jazeera, un média qatari extrêmement influent dans le monde arabe. Selon ce rapport du Parlement britannique de 2016 revenant sur l'intervention en Libye, Al Jazeera en particulier, mais aussi Al Arabiya, rapportait que Kadhafi menait des frappes aériennes contre la population de Benghazi, ce que les faits ont démenti par la suite. Pourtant, à ce moment-là, la vérité importe peu. Sarkozy l'affirme, Kadhafi bombarde son peuple, il faut intervenir. Le 19 mars 2011, une intervention militaire menée par l'OTAN est donc déclenchée et de nombreux avions sont déployés dans le ciel libyen. Le président français se félicite de son action, expliquant que s'il n'avait pas agi, la population de Benghazi aurait été victime d'un massacre. Une attitude très va-t-en-guerdon qui à l'époque va être majoritairement soutenue par la population française, mais également par certains intellectuels qui appelaient à un changement de régime en Libye. Le plus connu d'entre eux étant un certain Bernard-Henri Lévy, qui sera vu pour beaucoup comme le véritable initiateur du renversement de Kadhafi. Anecdote assez intéressante d'ailleurs, c'est que bien des années plus tard, Blast publiera un document dans lequel on peut lire qu'en octobre 2011, un chèque de près de 9 millions d'euros devait être transmis à BHL sur ordre de l'émir du Qatar. Est-ce que cela avait un lien avec la guerre en Libye ? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais quoi qu'il arrive, légitime ou non, influencé ou non, toujours est-il qu'en mars 2011, une intervention militaire menée par l'OTAN a bien lieu en Libye. Et grâce à elle, rapidement, les rebelles vont réussir à gagner du terrain. Au fil des mois, le régime de Mouammar Kadhafi va peu à peu s'écrouler sur lui-même, et en octobre 2011, l'inévitable finit par se produire. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. C'est un moment historique, c'est la fin de la tyrannie et de la dictature. C'est en ces termes que le Conseil national de transition libyen a annoncé tout à l'heure la mort de Mouammar Kadhafi. L'ex-dictateur n'était pas au Mali, au Niger ou en Algérie, il était chez lui, dans sa ville natale de Sirte, lorsqu'il a été repéré, capturé et tué. Malgré cette disparition, une question reste en suspens. Une question à laquelle, 15 ans plus tard, on n'a toujours pas la réponse. Comment Mouammar Kadhafi est-il vraiment mort ? On sait que son convoi a été pris pour cible par des avions militaires et que suite à ça, la foule l'a lynché. Mais suffisamment pour tuer le guide de la révolution ? Rien n'est moins sûr. De nombreuses rumeurs circulent concernant l'identité de la personne ayant porté le coup fatal à Kadhafi, notamment une affirmant que le jour de la mort du guide, certains agents des services secrets français étaient présents parmi la foule qui l'a lynché, et ce serait l'un d'entre eux qui l'aurait éliminé. C'est qu'il y avait une cinquantaine d'hommes des forces spéciales françaises sur place, autour de la scène qu'on décrit. Alors moi je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui a tiré. Ce qui est certain, ce qu'on peut dire de manière factuelle, c'est que rien n'a été fait pour le garder vivant. On le chope, il est vivant. Rien n'a été fait, alors que si on avait des forces militaires sur place, il y a quand même un mandat d'arrêt de la CPI, de la Cour pénale internationale contre lui. Mais comme je vous l'ai dit, tout cela ne reste que des suppositions. On ne connaîtra probablement jamais l'identité de la personne qui a tué Kadhafi. Tout ce dont on est certain, c'est que cette disparition fait bien les affaires de Nicolas Sarkozy. À 2 mois de l'élection présidentielle, un succès militaire est toujours une bonne chose et augmente ses chances de rester 5 ans de plus à l'Elysée. Et puis, si jamais, comme il l'avait affirmé, Kadhafi avait financé la campagne de 2007 du président français, eh bien désormais de toute façon, il n'est plus là pour témoigner, donc pas de quoi s'en faire. Le président français peut savourer sa victoire, sauf qu'en coulisses, un autre problème commence à prendre de l'ampleur et pourrait grandement le compromettre. Et ce problème, il s'appelle Ziad Takieddine. Pendant que Nicolas Sarkozy menait la guerre en Libye et que le régime de Kadhafi était en train de s'effondrer, au printemps 2011, 2 journalistes français, Karl Lasquet et Fabrice Arfi, travaillant à Mediapart, reçoivent un mystérieux mail. Dedans, il est question de documents qu'un individu posséderait au sujet d'un sulfureux personnage, Ziad Takieddine. Le quelqu'un, c'est Ziad Takieddine. Et le quelque chose, c'est quoi ? Ce sont la quasi-intégralité de ses archives numériques. C'est-à-dire de disques durs de son ordinateur, qu'avec mon confrère Karl Lasquet, qui travaille à Mediapart avec moi, on décide d'aller chercher dans un pays étranger. Là non plus, je ne dirais pas dans quel pays. Et donc on récupère des clés USB, un disque dur, dans lesquels il y a
des milliers de documents. Après avoir récupéré tous ces documents, le 10 juillet 2011, un premier article est publié sur le site de Mediapart. Son titre, Les documents Takedine, le financier secret qui met en danger le clan Sarkozy. La toute première ligne de cet article est d'ailleurs assez prémonitoire, car on peut lire « Cet homme est une bombe à retardement pour le clan Sarkozy ». Faut dire qu'en même temps, depuis quelques mois, avant même que Mediapart publie les fameux documents Takedine, l'intermédiaire franco-libanais était sous le feu des projecteurs et menaçait tout le pouvoir en place. La raison, déjà l'affaire du financement de la campagne d'Edouard Balladur, dite affaire Karachi, qui commence depuis quelques mois à enfin faire du bruit. Et on s'interroge sur le rôle qu'a joué ce mystérieux intermédiaire franco-libanais dans la signature des contrats Agosta et Sawari 2. Mais ce n'est pas tout. En mars 2011, Ziad Takedine avait également fait les gros titres de la presse après qu'il se soit fait arrêter revenant de Libye avec 1,5 million d'euros en cash dans sa valise. D'où venait cet argent ? Mystère. Mais toujours est-il qu'à l'été 2011, quand Mediapart commence à publier les documents Takedine, le climat autour de l'intermédiaire est donc déjà très tendu, et il ne va pas tarder à devenir explosif. Au fur et à mesure des publications, Mediapart va notamment révéler à quel point Takedine était proche du pouvoir français en place, et va publier de nombreux documents montrant l'ampleur de son influence. On découvre les commissions occultes que Takedine a touchées, les liens qu'il entretient avec le clan Sarkozy, son implication dans le contrat Mixa, ou encore bien sûr le rôle qu'il a joué dans l'affaire Karachi. Bien entendu, l'intermédiaire tente de se défendre et il affirme devant le micro de BFM que tout cela est faux. Mais il va d'ailleurs même encore plus loin en menaçant presque le président français. Est-ce que cet argent, il vient des commissions que vous avez perçues? Est-ce qu'il y a de l'argent qui est revenu en France pour les amis d'Edouard Balladur? Là-dessus, je vais être précis. Je n'ai touché aucune commission. Aucune. Madame, aucune commission sur le contrat Sawari 2. Je dis au président de la République, je lui suggère, arrêtez tout de suite, puisque vous êtes garant de la Constitution, arrêtez tout de suite et levez le secret défense sur tous les contrats, notamment sur Agosta et notamment sur Sawari 2, pour qu'on arrête, qu'on crève l'abcès et qu'on arrête de parler de n'importe quoi sur n'importe quoi. Franchement, il lui appartient de faire ça tout de suite, dans les 24 heures. C'est digne, il est digne, il le fera. Mais Takedine a beau se défendre et demander à Nicolas Sarkozy d'intervenir, la chute de l'intermédiaire ne fait que commencer. Il est désormais dans le viseur de la justice et également dans celui de Mediapart, qui au fil des semaines continue à publier les documents d'Ziad Takedine, jusqu'au 12 mars 2012, et cet article au titre très parlant, Présidentielle 2007, Kadhafi aurait financé Sarkozy. On y découvre que parmi les milliers de documents Takedine, il y en a un portant comme en tête Mémo DG, où on peut lire Camp 07, modalité, fin, campagne NS réglée. Lors de la visite Libye NSZT, chargé du montage, ZT Interv, contrat Comsec armé et carte idée à puce, FIN, Lib 50 ME. Oui, ce sont des éléments très troublants, et la réponse de Nicolas Sarkozy à Mediapart va avoir lieu à peine quelques heures plus tard, et c'est un euphémisme de dire qu'il paraît agacé. Question d'actualité avant de passer la parole aux Français. Plusieurs sites internet affirment que le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Peu après la publication de l'article de Mediapart, la personne qui a écrit le fameux mémo DG, un dénommé Jean-Charles Brizard, prend la parole et affirme que ce document est un montage, et que le mémo DG a été instrumentalisé par Mediapart. Une déclaration qui conforte les dires de Nicolas Sarkozy, qui peut donc pleinement se concentrer sur la suite de sa campagne présidentielle. Enfin, ça, c'était sans compter sur le fait que Mediapart allait publier un second document. Autre élément dans ce climat de campagne tendue qui émane du site d'information Mediapart, il publie aujourd'hui un document attribué à un ex-dignitaire libyen affirmant que Tripoli aurait accepté de financer pour 50 millions d'euros la première campagne électorale de Nicolas Sarkozy. L'un des porte-paroles de François Hollande réclame des explications. De son côté, Nathalie Kosciusko-Morizet dénonce une diversion grossière. Ah, la fameuse note Koussa. Ce document publié par Mediapart qui va faire couler beaucoup d'encre dans la presse française et surtout devenir le symbole de l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
Mais de quoi on parle exactement? Eh bien, de ce papier daté du 9 décembre 2006 et signé de la main de Moussa Koussa, à l'époque chef des services secrets extérieurs libyens. Adressé à Béchir Saleh, le grand argentier de Kadhafi, on peut lire sur ce document que le gouvernement libyen aurait décidé d'appuyer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 pour un montant de 50 millions d'euros. La note Koussa, comme on l'appelle, ne précise pas si l'argent a bien été versé, mais sa révélation par Mediapart va faire grand bruit. À quelques jours du second tour de la présidentielle de 2012, savoir que le président français aurait été financé par Kadhafi, c'est une véritable bombe politique. Mais immédiatement après la publication de l'article de Mediapart, le clan Sarkozy monte au créneau. On accuse le média en ligne de déstabilisation et on parle même de, je cite, diversion grossière organisée par les équipes de François Hollande. C'est une infamie quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi. C'est un montage, d'abord Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine? Vous le savez très bien, au service de qui? De la gauche. Et les premières réactions qui tombent semblent donner raison aux partisans du complot, car Moussa Koussa, l'auteur présumé de la note, affirme que toutes ces histoires sont falsifiées. Un démenti express qui, détail intéressant, a d'ailleurs été effectué depuis le Qatar, l'endroit où vit Koussa depuis la chute de Kadhafi. Une autre information assez intrigante d'ailleurs, c'est que quelques heures seulement après la mise en ligne de l'article de Mediapart, le corps de Choukri Ghanem, ancien ministre libyen du pétrole, est retrouvé dans le Danube en Autriche. Officiellement, il s'agirait d'une crise cardiaque, mais le timing laisse songeur. Il a été retrouvé au petit matin flottant dans le Danube, à Vienne en Autriche, où il avait trouvé refuge pendant la guerre. Aujourd'hui, cette mort est considérée, je cite, ouvrez les guillemets, comme hautement suspecte. Bref, toujours est-il qu'au départ, après la publication de la note Koussa, la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un faux, et c'est une tentative de déstabilisation visant Nicolas Sarkozy. Le président français porte même plainte contre Mediapart pour faux et usage de faux, et retourne immédiatement haranguer ses supporters. Après tout, le second tour de l'élection est dans quelques jours seulement, il n'y a plus de temps à perdre. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Malgré une campagne tonitruante, l'ancien maire de Neuilly n'est donc pas réélu président de la République. Il quitte le pouvoir et annonce se retirer de la vie politique, mais pour autant le nom de Sarkozy ne va pas disparaître de l'actualité. Et ce notamment à cause d'un homme à la langue bien pendue, Ziad Takieddine. Oui, encore et toujours lui. Empêtré dans l'affaire Karachi, l'intermédiaire est en effet, en décembre 2012, interrogé par la justice sur ses liens financiers avec le régime libyen. Et lors de son entretien avec le juge Renaud Van Ruymbeck, il va affirmer détenir les preuves d'un financement de Tripoli de la campagne électorale de M. Sarkozy. Quelques jours plus tard, l'intermédiaire débarque même sur le plateau de Laurent Ruquier pour détailler ses propos. Il fallait tuer Kadhafi parce que s'il gagnait Kadhafi, ou s'il allait au tribunal international Kadhafi, il allait dire beaucoup de choses, inclus ce qu'elle a laissé derrière lui, des preuves et des éléments probants, cassants contre le pouvoir. Il y a des journalistes en France. Ce qui explique que vous ayez été surpris finalement que Nicolas Sarkozy engage cette guerre contre le colonel Kadhafi. Donc pour vous, ce sont des raisons financières liées au Qatar. Totalement financières. Ces dires de Takieddine, s'ils sont avérés, sont donc très graves. Et la promesse de l'intermédiaire franco-libanais d'amener des preuves concernant un potentiel financement libyen va intriguer la justice française, qui en avril 2013 décide officiellement d'ouvrir une information judiciaire contre X pour corruption active et passive, trafic d'influence faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité et recel de ces délits. Oui, c'est très long, suite à ça le portable de Sarkozy est alors mis sur écoute, ainsi que ceux de Brice Hortefeux et Claude Guéant. Bref, les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la tête de l'ancien président, et ce n'est que le début. Dans les mois qui suivront, d'anciens dignitaires du régime de Kadhafi vont tour à tour affirmer que le chef d'État libyen avait bien financé la campagne de Sarkozy, comme Mohamed Ismail, ancien directeur de cabinet de Saïf al-Islam Kadhafi, ou bien al-Baghdadi al-Mahmoudi, ancien premier ministre libyen. Mais on a surtout Mofta Missouri, interprète du guide libyen pendant de nombreuses années, et qui témoigne en juin 2013 à visage découvert dans l'émission Complément d'enquête. Même Kadhafi m'a dit à moi verbalement que la Libye avait versé une vingtaine de millions de dollars. L'étau semble donc se resserrer autour de Nicolas Sarkozy, et la situation n'est pas prête de s'arranger. Un jour, M. Sanoussi me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'Intérieur. Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. C'est une bombe.
Taqeddine avoue enfin. Lors d'une interview, il raconte avoir remis des valises remplies de cash libyen à Claude Guéant pour financer la campagne de Sarkozy en 2007. Mais ce n'est pas tout. Il révèle également un peu plus quelles étaient les conditions du pacte corruptif qu'aurait passé l'ancien président de la République avec la Libye de Mouammar Kadhafi. Ce dernier aurait accepté de financer la campagne de Sarkozy en 2007 à hauteur de 50 millions d'euros. Une partie aurait été versée en cash, environ 20 millions, rapportés en France dans des valises par des intermédiaires comme Taqeddine. Et une autre partie, soit 30 millions, aurait transité par des comptes occultes avant d'arriver dans l'Hexagone. En échange de ce soutien financier, Kadhafi voulait notamment s'assurer qu'une fois élu, Sarkozy s'attelle à améliorer les relations entre la France et son pays. Et surtout, il voulait que le mandat d'arrêt international visant son beau-frère Abdallah Senussi soit définitivement levé. D'après la justice, ce que je viens d'expliquer là, c'est le début du pacte de corruption. Aidez-moi financièrement et je vais faire en sorte de faire sauter le mandat d'arrêt. Ces révélations de Taqeddine en novembre 2016 tombent donc mal pour Nicolas Sarkozy. Déjà parce qu'évidemment elles sont très graves, mais surtout car elles interviennent à quelques jours du premier tour de la primaire française de la droite ayant pour objectif de désigner un candidat pour la présidentielle de 2017. Alors forcément, lors du grand débat organisé quelques jours plus tard, la question du financement libyen ne peut être esquivée. Nicolas Sarkozy, avez-vous oui ou non reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Taqeddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. En réalité, ce que fait Sarkozy à ce moment-là, c'est assez malin. Il fait comme si le témoignage de Ziad Taqeddine était le seul élément tangible montrant qu'il a reçu de l'argent libyen pour sa campagne de 2007. Or, comme on l'a vu, c'est pas vraiment le cas. Plusieurs anciens responsables du régime de Kadhafi, notamment Moftami Souri, ont affirmé que le guide libyen avait bien financé la campagne de Sarkozy. Mais ce n'est pas tout. Quelques semaines auparavant, on a également appris qu'Abdallah Senussi, protagoniste central de cette affaire, avait affirmé à la Cour pénale internationale avoir supervisé l'envoi de 5 millions d'euros en cash pour la campagne de Sarkozy en 2007. Et en parlant du beau-frère de Kadhafi, d'autres documents ont également été publiés ces derniers mois par Mediapart, montrant les efforts déployés par le clan Sarkozy pour blanchir Senussi. On a notamment le compte-rendu de l'entretien de mai 2009 entre Taqeddine et Guéant, mais également cette note de l'intermédiaire franco-libanais datant de 2008, dont le titre est « Note concernant la situation d'Abdallah Senussi ». Enfin, dernier élément troublant appuyant les propos de Taqeddine, c'est que les juges français ont réussi à mettre la main sur les carnets de Choukri Ghanem. Vous savez, l'ancien ministre libyen du pétrole retrouvé noyé dans le Danube. Et dans l'un de ces carnets, on peut notamment lire, je cite, « À midi, j'ai déjeuné avec El Baghdadi et Béchir Saleh à la ferme de Bachir. Bachir a parlé, disant avoir envoyé 1,5 million à Sarkozy quand Saïf donnait 3 millions à Sarkozy. Mais on leur a dit que l'argent n'était pas arrivé, il semblerait que les mecs en chemin l'ont détourné, tout comme ils lui ont pris 2 millions en provenance de Abdallah Senussi. » Oui, ces écrits sont troublants, mais vous pensez peut-être qu'après tout, ce ne sont que des mots. Eh bien détrompez-vous, car sachez que ces écrits du carnet de Choukri Ghanem vont en partie être corroborés par une société offshore nommée Rossfield Ltd, appartenant à Ziad Taqeddine. En effet, les enquêteurs français ont réussi à trouver que cette société avait reçu durant l'année 2006 plus de 6 millions d'euros répartis en 3 virements provenant directement des caisses de l'État libyen. Des virements qui semblent donc confirmer ce que disent les carnets de Choukri Ghanem, et qui sont un élément de plus s'ajoutant au tentaculaire dossier libyen. Il n'avait encore jamais été entendu sur ce sujet. Ce matin, Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. L'ancien chef de l'État est interrogé sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007 et un possible soutien de la Libye de Mouammar Kadhafi. Quelques jours à peine après cette mise en examen historique, l'ancien président de la République est interrogé sur le plateau de TF1. Il est catégorique, il est innocent et charge notamment Mediapart et sa fameuse note Moussa Koussa. Aucun élément nouveau par rapport aux calomnies qui courent certaines rédactions n'a été produit. Aucun. D'ailleurs, dans les 2 jours de ma garde à vue, j'ai très peu été interrogé sur ce document, car tout le monde sait que c'est un faux. Et je précise que les 2 prétendus signataires du document, libyens, M. Moussa Koussa et M. Béchir Saleh, ont tous les 2 dit de la façon la plus formelle
que ce n'était pas leur signature et que ce document était un faux. Le problème, c'est que quelques mois plus tôt, la Cour d'appel de Paris avait tranché concernant la note Moussakoussa. Et elle avait conclu, je cite, « L'instruction n'a pas permis d'établir que la note publiée par le site d'information est un faux matériel, rappelant que l'expertise diligentée ne révélait pas de traces d'altercation, voire de falsification volontaire. » Une décision qui sera d'ailleurs validée par la Cour de cassation quelques mois plus tard, début 2019. Bref, cette inculpation de Nicolas Sarkozy fragilise donc un peu plus la défense de l'ancien président. Et dans les mois qui suivront, d'autres personnes seront également mises en examen, comme Claude Guéant, mais également Éric Woerth, le trésorier de la campagne de Sarkozy en 2007. On interroge notamment les deux hommes sur les espèces qui ont circulé durant la campagne présidentielle. En effet, depuis plusieurs années maintenant, d'anciens salariés de l'UMP ont témoigné qu'ils avaient reçu des primes en liquide pour leur engagement auprès de l'équipe de Sarkozy en 2007. Les juges cherchent donc à faire la lumière sur cette histoire et Éric Woerth va simplement affirmer qu'environ 35 000 € en cash avaient circulé durant la campagne. De l'argent qui, selon lui, avait été envoyé anonymement par la poste par de généreux donateurs masqués. Des explications jugées farfelues par la justice et surtout qui seront contredites quelques mois plus tard à la rentrée 2019 par une note évoquant 250 000 € en espèces pour les primes de la campagne 2007, soit 8 fois plus. Mais l'ultime preuve qui prouverait que de l'argent libyen a bien financé la campagne de Sarkozy arrive quelques mois plus tard. La justice découvre qu'une partie de l'argent versé par le régime de Kadhafi à Takedine sur son compte Rosfeld a été transféré à une autre personne, Thierry Gobert. Mais si, rappelez-vous, c'est ce proche de Sarkozy qui avait activement participé à la campagne présidentielle de Balladur en 95 et qui était même chargé de transporter les mallettes de billets. Eh bien, la justice a découvert qu'en février 2006, il avait reçu 440 000 € sur un compte caché aux Bahamas de la part de Rosfeld, la société Ziad Takedine. Et surtout que quelques jours avant de recevoir ce virement, dans une note de calendrier, il avait écrit ces deux mots « NS Campagne ». Oui, c'est encore une coïncidence troublante, et pour Mediapart, ce virement, c'est, je cite, le chaînon manquant, la preuve suprême du financement libyen de la campagne de Sarkozy, qui devrait enfoncer le dernier clou dans le cercueil de l'ancien président de la République. Enfin, ça, c'était sans compter sur le fait qu'un individu avait encore des choses à nous révéler. Vous le connaissez peut-être, hein. Son prénom, c'est Ziad. La justice française a donc rendu tout à l'heure sa première décision dans le volet financier de la tentaculaire affaire Karachi. 25 ans après les faits, les 6 hommes jugés pour des soupçons de commissions occultes en marge de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur ont donc été condamnés à de la prison ferme, des peines allant de 2 à 5 ans. Et ça y est, 25 ans après les faits, la tentaculaire affaire Karachi touche à son terme. Et 6 personnes, dont Thierry Gobert, Nicolas Bazir, mais surtout Ziad Takedine, sont condamnées à de la prison ferme. Mais le sulfureux intermédiaire n'est pas présent le jour du verdict. Quelques jours plus tôt, il a fui en direction du Liban où il essaye tant bien que mal de reconstruire sa vie, loin de la France et de ses nombreux démêlés judiciaires. Mais ce n'est pas chose aisée. Si autrefois Takedine avait un train de vie flamboyant, des comptes remplis de millions d'euros et un carnet d'adresses bien rempli, désormais il a tout perdu. Il est ruiné, isolé à Beyrouth. Enfin, non, pas tout à fait, car à l'automne 2020, Ziad Takedine voit débarquer au Liban un petit groupe de personnes chargées de réaliser une interview pour BFM TV et Paris Match. Parmi ces gens, on retrouve évidemment un journaliste, un photographe, mais également 2 personnalités relativement controversées, Michel dit Mimi Marchand, ainsi que Noël Dubu. Le nom de la première citée ne vous est peut-être pas inconnu si vous suivez bien cette chaîne YouTube. On parle d'une femme surnommée la papesse de la presse People, extrêmement influente dans les médias et qui a notamment joué un rôle très important dans la gestion de l'image du couple Macron. Pour ce qui est de Noël Dubu en revanche, il s'agit là d'un inconnu du grand public. Enfin, à moins que vous travailliez dans le judiciaire, car Dubu est un escroc, multi-condamné, marchand d'armes à mi-temps et qui a rencontré Takedine pour la première fois en 2012 en lui vendant un faux passeport dominicain. Alors pourquoi tout ce beau monde est à Beyrouth pour interviewer Ziad Takedine ? Eh bien, on va pas tarder à le savoir. Ziad Takedine dans une interview à Paris Match et BFM TV. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Le lendemain de ce scoop, c'est Paris Match qui publie un long article détaillant la rétractation de l'intermédiaire. Regardez, ici on peut notamment y lire « Nicolas Sarkozy n'a pas reçu de moi les 5 millions d'euros. Il n'y a jamais eu d'argent pour sa campagne. » Et forcément, pour l'ancien chef d'État français, c'est la preuve que toute cette affaire n'est qu'un complot depuis le début. Ça ne me fait pas sourire malheureusement. Parce que c'est grave. Pas simplement pour moi, pas simplement pour ma famille,
Pas simplement pour ceux qui ont cru en moi, mais pour la France, qui donne le sentiment que son ancien chef de l'État pouvait être un corrompu. C'est une ignominie. Et en vrai, oui, on est d'accord, cette déclaration de Takedine qui sort de nulle part et qui est complètement en contradiction avec tout ce qu'il avait dit avant peut sembler un peu étrange. Mais l'intermédiaire semble sûr de lui et quelques semaines plus tard, toujours dans Paris Match, il réaffirme ses accusations et signe même chez un notaire de Beyrouth une déposition à l'attention des juges français. Mais ce que Takedine n'avait peut-être pas anticipé, c'est que la justice française va le prendre au mot. Début janvier 2021, des juges vont venir l'entendre à Beyrouth et déjà là, l'intermédiaire franco-libanais n'est plus aussi affirmatif. Il explique, je cite, « Je ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas eu de financement. Cela a pu être fait par d'autres moyens que par moi, ce qui est certainement le cas. » Un énième retournement de veste de notre cher Ziad Takedine, on dirait bien. Mais croyez-moi que ce n'est pas terminé, car au cours des mois qui suivront, la justice française va enquêter pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Et très vite, un scénario va se dessiner. Un petit groupe d'individus aurait promis de l'argent à Takedine en échange de sa rétractation. Parmi ces personnes, on retrouve Mimi Marchand et Noël Dubu, mais également David Layani, un entrepreneur millionnaire proche de Sarkozy, Pierre Reynaud, un riche homme d'affaires, et Arnaud Deladville-Brune, ancien directeur de l'agence Publicis. La justice française va vite découvrir que les 3 derniers cités auraient versé de l'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros aux 2 premiers, afin que ces derniers organisent la fameuse interview de Ziad Takedine. L'intermédiaire lui-même aurait gagné 65 000 € à peu près dans cette affaire et il l'affirmera devant les caméras de complément d'enquête, il aurait dû en toucher beaucoup plus. Ils vous ont proposé de changer vos propos en échange d'argent. Vous le confirmez? Ils pensaient m'acheter avec des millions d'euros. Vous dites pas c'est quand même bizarre qu'ils me proposent de l'argent? Nous, quand on vous a appelé, on vous a pas proposé d'argent en échange de l'interview. Je me dis c'est bizarre, mais une bizarrerie de plus, une bizarrerie de moins, c'est rien du tout. Finalement, Takedine ne verra jamais la couleur de son argent. Mais détail assez intéressant, c'est que selon un témoin, les millions qui auraient dû être versés à l'intermédiaire devaient à l'origine venir directement du Qatar. Très rapidement donc, la justice française comprend que la rétractation de Takedine, c'est qu'une opération montée de toutes pièces visant à blanchir Nicolas Sarkozy. On lui trouve même un nom, l'opération Sauver Sarko. En juin 2021, Noël Dubu et Mimi Marchand, dans le cadre de cette affaire dans l'affaire, sont d'ailleurs mis en examen. Et devant les policiers, la reine de la presse People avoue que son rôle dans cette affaire était de tuer Mediapart, le média à l'origine de tous les déboires de Sarkozy. Il ne fait désormais aucun doute que la rétractation de Takedine avait été totalement orchestrée, et ce n'est pas terminé, car l'enquête va également démontrer qu'en plus d'avoir organisé la fausse interview de l'intermédiaire franco-libanais, Noël Dubu aurait cherché à faire libérer de prison Hannibal Kadhafi, le fils de Muammar Kadhafi, en prison au Liban depuis des années. Moyennant plusieurs centaines de milliers d'euros, Dubu aurait en effet voulu libérer Hannibal, en échange notamment de documents confidentiels libyens pouvant innocenter Nicolas Sarkozy. Oui, je sais, ça paraît dingue, finalement l'opération n'aura pas lieu, mais en entendant tout ça, on ne peut que se demander, est-ce que l'ancien président français était au courant? Est-ce qu'il connaissait l'opération Sauver Sarko et a-t-il même participé? Eh bien, la justice française va enquêter, et notamment réussir à trouver de nombreux SMS confidentiels dans lesquels l'ancien président de la République est mentionné à plusieurs reprises. Mais surtout, les juges vont trouver un exemplaire du livre de Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, chez Noël Dubu. Et oui, on parle bien de ce livre. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes pour Audible. La justice française va découvrir un ouvrage dédicacé à Noël Dubu en décembre 2020 par l'ancien président, sur lequel on peut lire « Merci pour tout, votre ami Nicolas Sarkozy ». Ce « merci pour tout » était-il pour remercier Dubu d'avoir monté l'opération pour faire rétracter Takedine ? Peut-être bien. Et c'est pour cela qu'à l'automne 2023, l'ancien président est de nouveau mis en examen pour recel de subornation de témoins et association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Alors encore une fois, Nicolas Sarkozy va se défendre et affirmer qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire. L'inverse nous aurait étonné, mais quoi qu'il en soit pour l'ex-chef d'État, l'heure n'est de toute façon déjà plus à l'affaire de la fausse rétractation de Takedine. Car dans quelques mois, un événement bien plus important s'apprête à démarrer. L'ouverture du procès de l'affaire Sarkozy-Kadhafi.
Et bonjour à tous depuis Paris, où se déroule à partir d'aujourd'hui et a priori pendant 4 mois le procès majeur de ce début d'année, celui de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il y avait Brice Hortefeux, Éric Woerth ou encore Claude Guéant. Tous se sont retrouvés hier au palais de justice de Paris. Ils sont tous accusés dans le procès du présumé financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy, comparé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris jusqu'au 10 avril. Il est soupçonné d'avoir bénéficié de financement libyen. La question est simple, a-t-il reçu des fonds de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. C'est une affaire extrêmement lourde pour la France. Parce qu'il ne faut jamais oublier que cette affaire est gravissime. Il y a eu quand même 170 morts dans cette attaque contre cet avion, dans le cadre de l'enquête du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de 2007. C'est un procès historique. Début janvier 2025, après plus d'une décennie d'enquête, la tentaculaire affaire Sarkozy-Kadhafi s'apprête à être jugée. Sur le banc des accusés, on retrouve du beau monde. Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth, Thierry Gobert. Mais également des personnes dont on n'a pas forcément parlé, mais qui sont liées à la Libye, comme l'intermédiaire Alexandre Djouri. Ziad Takieddine, lui, n'est évidemment pas présent, puisqu'il se cache toujours au Liban depuis sa condamnation dans l'affaire Karachi. Le procès peut enfin s'ouvrir, il durera un peu plus de 3 mois. 3 longs mois, durant lesquels l'ancien chef d'État va marteler que tout ce qu'on lui reproche est faux. Oui, peut-être que la Libye a versé des fonds en espèces, mais c'est Ziad Takieddine qui a tout manigancé. Oui, évidemment, Brice Hortefeux et Claude Guéant ont rencontré Abdallah Senoussi, mais lui n'avait pas connaissance de cela. Et bien entendu, oui, Thierry Gobert a reçu de l'argent de Takieddine et a écrit dans une note NS campagne, mais il l'assure, il n'était au courant de rien et n'est même plus ami avec Gobert depuis des décennies. Pourtant, la défense de l'ancien président français peine à convaincre les juges. Comment pouvait-il ignorer tout ce que faisaient ses bras droits? Et pourquoi a-t-il accueilli si fastement Mouammar Kadhafi à Paris en 2007, malgré le rôle du régime libyen dans l'attentat de l'UTA 772? Mais l'ancien président ne démord pas, il est innocent, et le dossier est vide. Reste désormais à la justice française de trancher. Nicolas Sarkozy a été relaxé ce matin des chefs de corruption passive, de détournement de fonds publics libyens et de financement illicite de campagne électorale, mais reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Et pourtant, 5 ans de prison ferme, c'est ce que vient de décider le tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy sera le premier président de la République française à dormir en prison. L'ancien chef de l'État qui a fait appel a appris aujourd'hui la date et le lieu de son incarcération. The former French president Nicolas Sarkozy has been sentenced to 5 years in prison. Francia condenó hoy a 5 años de prisión a Nicolas Sarkozy. O ex-presidente Nicolas Sarkozy, condenado a 5 anos de prison. C'est peu dire que le verdict rendu par la justice dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi a fait réagir. On en a parlé littéralement partout et on a surtout pu voir 2 versions complètement opposées s'affronter. D'abord, le camp de l'ex-président qui va marteler que tout ceci était un complot des juges et que Sarkozy était innocent. Pas de financement illégal de ma campagne, pas d'enrichissement personnel. Et la conclusion qu'en tire le tribunal, c'est que je dois passer 5 années en prison. Et de l'autre, on a le camp des personnes qui affirment que la justice, au contraire, a bien fait son travail et que la condamnation de Sarkozy à 5 ans de prison est totalement justifiée. Qui a été condamné désormais 3 fois, dont une fois définitivement pour corruption, une autre fois dans l'affaire Big Malion, ça c'est le financement de sa campagne de 2012 en première instance et en appel pour financement illégal de campagne. D'ailleurs, il y a une audience le 8 octobre prochain à la Cour de cassation et qui vient d'être condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire gigantesque des financements libyens. Et la question qu'on se pose, c'est s'il y a un problème des juges avec la politique. On pourrait peut-être se demander si Nicolas Sarkozy n'a pas un problème, lui, avec le code pénal. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Et surtout, qui croire? Eh bien, pour le savoir, il suffit de se plonger dans le jugement de cette affaire tentaculaire qui fait, écoutez-moi bien, 380 pages. Alors évidemment, je vais pas tout vous lire, mais je vous propose de faire un petit tableau comparatif dans lequel on va voir ce qu'ont dit concrètement les juges et comprendre quelle version semble le plus collée à la réalité. Commençons par les verdicts du jugement en faveur de l'ancien président de la République. Bon, déjà, 4 chefs d'accusation étaient retenus contre Nicolas Sarkozy et il a été relaxé de 3 d'entre eux, à savoir corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. Ensuite, on peut noter plusieurs témoignages d'anciens dignitaires libyens, comme par exemple le traducteur de Kadhafi, Moftami Souri, n'ont pas été jugés assez crédibles par les juges. Et surtout, enfin, plusieurs documents censés prouver un éventuel financement occulte de la campagne de Sarkozy ont été écartés, comme le mémo DG, jugé peu fiable, le document affirmant que 250 000 € en espèces auraient circulé lors de la campagne, mais surtout la fameuse note Poussa publiée par Mediapart en avril 2012, dont il est dit, je cite, qu'il apparaît désormais que le plus probable est que ce document soit un faux. Bon bah maintenant qu'on sait ça, pourquoi Sarkozy a été condamné alors? Bien, tout d'abord, si effectivement l'ancien chef d'État a été relaxé de 3 chefs d'accusation,
il a été reconnu coupable du 4e, à savoir association de malfaiteurs. Il est accusé d'avoir, tout comme Brice Hortefeux et Claude Guéant, scellé un pacte de corruption avec le régime libyen. En échange d'une contrepartie financière, Nicolas Sarkozy s'engageait, une fois au pouvoir, à tout faire pour que le mandat d'arrêt visant Abdallah Senussi soit levé. De plus, la justice française a validé l'authenticité de certains documents relatant le financement de la campagne présidentielle de 2007, notamment les fameux carnets de Choukri Ghanem, considérés comme, je cite, des éléments probants et qui écrivaient noir sur blanc que de l'argent libyen avait été versé pour financer la campagne de Sarkozy. Enfin, le tribunal évoque aussi le compte Rosfeld de Takedine, celui-là même qui a réceptionné des millions d'euros venant du régime libyen. D'après la justice française, entre 2006 et 2007, plusieurs centaines de milliers d'euros appartenant à ce compte ont été retirés en espèces par Takedine et la possibilité qu'ils aient permis de financer la campagne de Sarkozy n'est pas à exclure. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous faire votre propre avis sur cette affaire. Vous avez tous les éléments en main, de l'arrivée de Kadhafi au pouvoir en 69, à l'attentat du vol UTA, en passant par l'affaire Karachi, la fausse rétractation de Takedine, et bien sûr le procès de 2025. Enfin, presque tous les éléments en main. Parce qu'en réalité, cette affaire est loin d'être terminée. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le procès en appel de l'affaire Sarkozy-Kadhafi a débuté, et un nouveau jugement devrait être rendu dans les prochains mois. Peut-être que Nicolas Sarkozy sera innocenté, ou peut-être qu'au contraire, sa peine sera alourdie. Mais ce n'est pas tout. En décembre 2025, le parquet national financier a demandé l'ouverture d'un nouveau procès, centré cette fois-ci sur l'opération Sauver Sarko et la fausse rétractation de Takedine. Procès au cours duquel l'intermédiaire libanais ne pourra d'ailleurs pas faire entendre sa version des faits, Ziad Takedine étant décédé d'une crise cardiaque 2 jours avant le verdict de la justice dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et ce n'est toujours pas terminé. Dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar de 2022, Nicolas Sarkozy est également dans le viseur de la justice pour corruption ouverte. En cause notamment le fameux déjeuner de novembre 2010 à l'Elysée avec le prince héritier du Qatar ainsi que Michel Platini. Bref, vous l'avez compris, les allers-retours devant la justice ne semblent donc pas près de se terminer pour l'ancien président de la République. Et en sachant tout ça, on peut raisonnablement se dire que quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Enfin, cette phrase, pour être honnête, elle vient pas directement de moi, elle vient de Nicolas Sarkozy. Vive la République, vive la France.